Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Chaque année, l'Afrique perd des dizaines de milliards de dollars à cause des flux financiers illicites, de l'évasion fiscale aux surfacturations en passant par les détournements de fonds et la corruption. Ces ressources qui échappent aux États représentent autant d'écoles qui ne seront pas construites, d'hôpitaux qui ne seront pas équipés, des infrastructures qui ne verront jamais le jour. Face à cette réalité, une question devient essentielle. Comment sécuriser les marchés publics, renforcer la transparence et faire de la conformité un véritable rempart contre la fraude économique? Vous l'aurez deviné, on parle cet après-midi de bonne gouvernance et cela implique que nous proposons ce jingle et après on se retrouve. Avant que de progresser dans le déroulé de cette émission, il convient de planter le décor, chose que je vous invite à suivre dans cet élément que nous propose Seydou Ouattara. On se retrouve juste après. Chaque année, l'Afrique perd des dizaines de milliards de dollars. Une fuite des capitaux, souvent invisible, baptisée flux financiers illicites. Mais selon les experts, le cœur de cette hémorragie se situe fréquemment à l'intersection des contrats d'État et des entreprises privées. Autrement dit, les marchés publics sont généralement les cibles des contrevenants. En représentant parfois plus de 15% du PIB des nations africaines, la commande publique est un moteur de développement, mais aussi une cible de choix. Surfacturation, détournement, entreprises écrans, ces pratiques privent hôpitaux, écoles et infrastructures des ressources dont ils ont cruellement besoin. Face aux défis, la simple surveillance ne suffit plus. Il faut un changement de paradigme. C'est ici qu'intervient la conformité et l'intégrité. Il s'agit de protéger les économies africaines en exigeant de processus d'appel d'offres 100% transparents, digitalisés, où l'identité des véritables bénéficiaires des entreprises est publique. À cela s'ajoute l'instauration des mécanismes de conformité stricts. L'idée, ériger un bouclier financier et garantir que chaque franc investi sert réellement le bien commun. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette logique en faisant de la lutte contre le blanchiment des capitaux l'une de ses priorités. Retour sur le plateau de Ça fait l'actualité sur lequel nous recevons un homme qui connaît parfaitement des mécanismes de gouvernance économique, des financements publics et de la lutte contre la fraude. Notre invité, c'est Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances de la République française. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de votre invitation. Alors, avec vous, on va évoquer la bonne gouvernance. Il y a plusieurs questions que nous aurons à vous poser en différents axes par rapport à ce sujet que nous traitons aujourd'hui. La toute première, c'est de savoir, quand on parle de flux financiers illicites, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, on parle de beaucoup de choses, parfois même de beaucoup trop de choses. Il peut y avoir des flux de nature très différente. Si je parle du flux de la fraude fiscale, c'est une chose qui va être organisée d'une certaine manière. Si je parle des flux de l'argent de la corruption, c'est autre chose qui nécessite de mettre en place des mécanismes de prévention de la corruption, mais aussi de poursuite efficace des faits de corruption. Mais il y a un élément qui relie tout cela, c'est ce qu'on appelle le blanchiment de l'argent. Parce que pour blanchir l'argent, pour transformer l'argent de la fraude fiscale ou l'argent de la corruption ou l'argent du détournement d'argent public en argent utilisable, il faut passer par des mécanismes, par des circuits. D'où l'importance de la transparence de ces circuits, d'où l'importance du respect par l'ensemble des organismes financiers d'un certain nombre de règles qui permettent de lutter contre ce qu'on appelle le blanchiment, LB, le blanchiment de l'argent sale, et en particulier, parce que c'est aussi un élément très inquiétant des flux financiers, le financement du terrorisme. Comment on passe de l'argent sale à de l'argent propre par le blanchiment ? Quels sont les mécanismes qui permettent qu'on puisse faire cette transition ? Alors, tout le monde a en tête une méthode qui n'est quasiment plus utilisée aujourd'hui, qui est la petite valise de billets, si je puis dire. Et puis, on va passer de l'autre côté, la frontière, et puis on va transformer cet argent en autre valeur, dans un autre pays. Ceci est devenu extrêmement difficile. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ceci est devenu extrêmement difficile parce que dans les banques du monde entier, banques africaines, banques européennes, banques américaines, il y a des règles sur d'où vient l'argent. On vous pose la question, mais vous déposez tant de milliers d'euros ou de dollars ou tant de dizaines de milliers de francs CFA, d'où vient l'argent ? Justification de la provenance de ces sous. La provenance. Et évidemment, c'est très difficile à faire dans ces cas-là. Donc, ce qui est utilisé maintenant sont des circuits beaucoup plus opaques, qui consistent à déposer
de l'argent sous une autre qualification ou à financer en liquide, je ne sais pas quoi, moi, une opération immobilière, puis ensuite à vendre votre bien immobilier. Ah, ben, ça a été blanchi, donc vous dites, voilà, l'argent vient de la vente d'un de mes biens. Enfin, je ne vais pas vous décrire tous les dispositifs, ils sont de plus en plus sophistiqués, mais ils demandent à ce moment-là des complicités dans les circuits financiers. C'est ces complicités qu'il faut savoir repérer et qu'il faut savoir poursuivre et punir. Dans cette émission, on parle de marché public et de gouvernance face à ce risque. Est-ce que finalement, le secteur public est le plus exposé à cette pratique? Alors le secteur public, j'y reviendrai parce qu'évidemment c'est très important du point de vue de la probité de l'administration, de la probité des responsables publics. Il est exposé, mais il ne faut pas croire que le secteur privé n'est pas exposé. Je pense d'ailleurs que la part de la corruption dite privée est plus importante encore que la corruption dite publique. Je prends juste un exemple. Prenez, je sais pas, une grande chaîne de distribution ici ou ailleurs. Elle va avoir à référencer des produits. Je vais mettre dans mes rayons tel produit. Mais je choisis ce produit-là et pas un autre produit. Comment? Vous devez le faire sur un seul critère. L'intérêt du client. Le meilleur produit au prix le moins cher. Mais si vous avez été payé par le producteur de ce produit pour choisir lui et pas celui d'à côté, c'est de la corruption privée qui se fait au détriment du client, mais donc au bout du compte, au détriment de l'entreprise. Je dis ça parce qu'il ne faut pas croire que la question de la corruption, c'est uniquement une question dans le secteur public. Alors, c'est encore plus grave, évidemment, dans le secteur public, puisque le secteur public, il est détenteur de l'autorité, il est détenteur de l'intérêt général, il est dans une obligation de probité, et c'est aussi une histoire de confiance dans ces institutions de la part des concitoyens et des citoyens que nous sommes. Donc oui, le secteur public est évidemment extrêmement exposé, ici comme ailleurs. Surtout, je m'exprime là à cette télévision ivoirienne, je m'exprime de la même manière à la télévision française. Les risques de corruption dans la sphère publique ou la rencontre entre le public et le privé sont des risques que nous partageons tous, avec une capacité qui est plus ou moins élevée de les prévenir et de les poursuivre et de les punir, mais avec une volonté que nous devons partager. Donc le secteur public est particulièrement menacé parce que c'est la confiance publique qui est mise en cause, indépendamment d'un sujet qui est assez simple. Vous parliez dans le petit message de présentation des hôpitaux qui ne se construisent pas ou qui ne sont pas équipés, ou des écoles qui ne sont pas construites. C'est parfaitement vrai. Souvent, on me dit, mais il n'y a pas de victime de la corruption. Mais si, il y a une victime. C'est le contribuable et le citoyen. Le contribuable parce qu'il va payer plus cher, quelque chose qu'il aurait pu payer moins cher, donc payer plus d'impôts, ou il aura moins de services rendus. Et le citoyen parce que il va avoir une école en moins ou un hôpital mal équipé. Donc il y a toujours une victime. C'est nous tous. Alors nous tous, ça fait beaucoup. Mais c'est aussi ça la cohésion sociale. C'est ça aussi ça la confiance qu'un peuple peut avoir dans ses élites et dans la direction de ses entreprises, de son économie, comme des institutions publiques. Alors, les risques de la mauvaise gouvernance de par des flux financiers illicites ou la corruption sont-ils les mêmes en France, aux États-Unis ou sur tous les continents? Les sujets sont les mêmes. Mais évidemment, les risques sont différents. Quand vous êtes une entreprise qui travaille avec des produits assez banals, du genre, je sais pas quoi, moi, commercialise des costumes, bon, vous avez des risques de corruption, mais vous n'avez pas besoin d'une autorisation particulière. Vous n'avez pas besoin de la signature de l'État pour vendre vos produits. Il y a des questions d'importation, des questions de douane, des choses de cette nature, mais c'est relativement limité. Le risque est limité. Mais si vous êtes une entreprise qui produit de l'armement, dont le principal, pour ne pas dire l'unique acheteur, dès lors qu'on respecte les lois, ça vont être les États, qui sont les seuls autorisés à utiliser de l'armement. À ce moment-là, il y a besoin de tas d'autorisations, de contrats publics, et donc on voit que les risques sont plus élevés. Donc les risques sont de même nature, mais en fonction des pays, en fonction des produits, en fonction des moments. Quand vous êtes dans un pays en guerre,
où les problèmes d'insécurité sont très importants, les risques de corruption sont très élevés, parce qu'il faut aller vite, il faut passer très vite les marchés publics. Il y a une forme d'urgence. Dans la période de Covid, par exemple, il fallait absolument avoir des masques. On n'a pas forcément respecté tous les mécanismes de transparence des marchés publics. Et heureusement, parce qu'il fallait aller très vite. Ah oui, mais à ce moment-là, le risque augmente. Donc, il n'y a pas des pays qui ont des risques et des pays qui n'ont pas de risques. Tous nos pays courent des risques de même nature. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que l'idée, c'est ce dont je parlais avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, à son invitation, l'idée non pas de copier ce qui se fait chez les autres, mais de s'inspirer de mécanismes qui ont pu être efficaces chez les uns ou chez les autres, c'est une bonne manière de faire. Vous êtes non seulement ex-ministre, vous avez la casquette d'homme politique, mais vous avez été également magistrat, si vous n'êtes pas toujours. Est-ce que la loi Sapin 1, la loi Sapin 2, peut apporter à la Côte d'Ivoire ce qu'elle a apporté à la France? Alors, je suis aujourd'hui avocat, d'ailleurs, mais j'ai aussi été magistrat, mais j'ai surtout été, comme vous l'avez dit, un homme politique. J'ai été élu à 28 ans et j'ai quitté le gouvernement de la France à 65 ans. Entre les deux, j'étais principalement au service de l'intérêt général, au service de mes concitoyens, avec des moments heureux, des moments plus difficiles. C'est ça la vie politique. Mais j'ai toujours été animé par à la fois cette volonté de servir l'intérêt général, de le faire de manière probe, et très choqué du visage que nous offrons ou du reflet que nous renvoie l'opinion publique. Je parle de l'opinion publique française, qui considère que sa classe politique, de manière générale, est une classe qui n'est pas toujours exemplaire, loin d'être exemplaire. Puis de temps en temps, il y a quelques affaires qui occupent des minutes de télévision et qui montrent qu'on peut avoir occupé les plus hautes fonctions et être confronté à des questions de corruption. Donc l'histoire du tous pourri, qu'on entend beaucoup en France, mais que peut-être on entend aussi dans d'autres pays comme le vôtre, c'est quelque chose qui m'a choqué, parce que dans le service de son pays, il y a beaucoup de dévouement, il y a beaucoup de sacrifices d'un certain point de vue. C'est pas, en tout cas en France, le meilleur moyen de s'enrichir. Donc j'ai une certaine vision de ce qu'est la mission de l'élu ou du responsable administratif, et j'ai toujours voulu à la fois la défendre, mais lorsque cette vision ou cette volonté ou cette ambition est confrontée à des vrais faits de manque de probité, alors je suis pour la sévérité la plus grande. Et c'est ça qui m'a animé à quelques moments de ma vie, comme ministre en particulier de l'économie et des finances, en essayer de concevoir, d'animer la production de lois qui portent mon nom. Alors, c'est pas souvent comme ça, et beaucoup de lois qui ne portent pas de nom, mais c'est tout à votre honneur. Voilà, et comme je dis parfois avec le sourire, je préfère des lois anticorruption qui portent mon nom que des affaires de corruption. Et donc il y a une première loi qui date de 1993, c'est pas d'aujourd'hui, qui est la loi qu'on appelle maintenant Sapin 1, dont l'objectif était de lutter contre la corruption sur le territoire français. La corruption d'agents publics français. Est-ce qu'il n'y a plus de corruption? Si, il y en a encore. Est-ce qu'il y en a moins? Oui. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de s'enrichir personnellement. Et en plus, on a mis fin à des mécanismes de financement de la vie politique qui étaient des mécanismes qui s'appuyaient sur ce qu'il faut bien appeler de la corruption. La Sapin 2 avait un objectif un peu différent, un peu plus vaste, et qui concerne tous les pays, en particulier d'Afrique. Pendant très longtemps, en France comme dans les autres pays occidentaux, corrompre chez soi, c'était très mal, mais corrompre à côté, dans le pays d'à côté ou dans le pays de l'autre côté de la mer, pour vendre ses produits, c'était servir son pays. Et ça, c'est scandaleux. Et il a fallu attendre, dans tous les pays, les États-Unis 1977, mais dans les autres pays autour de l'année 2000, pour qu'on crée un délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Et la loi Sapin, elle a comme objectif, dans son application, de faire en sorte que nos entreprises françaises cessent soit de répondre à des sollicitations, soit même d'être actifs en termes de corruption, sous prétexte qu'elles pourront vendre leurs produits, créer des emplois, créer de la richesse supplémentaire. Ça peut créer de la richesse en France, mais ça en détruit dans le pays dans lequel on vend son produit. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la loi Sapin 2 qui a permis qu'on traduise en justice des personnalités comme Vincent Bolloré, etc.? Alors pour ce qui est de Vincent Bolloré, là je parle de manière tout à fait publique, pour des affaires publiques, et concernant l'entreprise Bolloré, oui, c'est une application de la loi Sapin 2, puisqu'il s'agissait, ce qui était reproché, c'était des faits
susceptibles d'être qualifiés de corruption, qui avaient été commis à l'étranger, en l'occurrence dans un pays pas très éloigné de celui-ci, par une entreprise dont la mère était une mère française. Et donc nous avons la capacité, avec la loi Sapin 2, de punir la mère française lorsqu'une de ses filles va être complice ou actif d'un fait de corruption. Ça a été le cas avec la signature d'une qu'on appelle une convention judiciaire d'intérêt public s'agissant de l'entreprise Bolloré. Pour ce qui est de la personne Bolloré, elle est aujourd'hui traduite devant les tribunaux et évidemment je ne me prononcerai pas tant que les tribunaux français n'auront pas décidé du sort de M. Bolloré. C'est bien cela. Alors, on est dans le contexte de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, on va dire. Vous participez à un événement organisé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance en Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, comment vous le jugez-vous? On est passé quand même d'un certain classement, au-delà des 100, des 160, je pense, aujourd'hui à peu près 60. Comment vous jugez le cas de la Côte d'Ivoire? Est-ce que finalement, la Côte d'Ivoire est un très bon élève ou il y a encore beaucoup d'efforts à faire? La Côte d'Ivoire, objectivement, a fait des progrès considérables. Vous citiez des chiffres qui sont des chiffres du classement de Transparency International, qui fait une sorte d'évaluation et de classement. La Côte d'Ivoire est passée de mauvais élèves à parmi les 10 meilleurs élèves d'Afrique. C'est donc vraiment en quelques années un progrès absolument considérable qui démontre bien qu'il y a eu une volonté, certainement partagée d'ailleurs entre la décision politique, l'impulsion politique des plus hautes autorités de l'État, mais aussi l'intérêt des entreprises elles-mêmes que de mieux respecter et de respecter le plus possible ou totalement des règles de probité et de s'interdire tout fait de corruption. Donc vraiment, je le dis clairement et pas du tout pour avoir l'air de lancer des fleurs à tel ou tel, il y a eu une volonté de reconstruction, de stabilité économique, de créer une confiance, en particulier dans le monde financier. Comme vous le savez, Abidjan est une place financière très importante pour l'ensemble de cette partie-là de l'Afrique, et de le faire à partir de respect d'un certain nombre de principes qui sont des principes universels, qui sont des principes que tous les systèmes financiers du monde ou que les principales entreprises au monde doivent respecter. Qu'elles ne respectent pas toutes, c'est certain, mais en tous les cas, pour ce qui est du monde occidental, elles ont fait là aussi de très gros sorts. Donc, oui, moi, si je veux dire, vraiment, c'est au tableau d'honneur. Au tableau d'honneur. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à faire? Mais je dis la même chose en France. C'est pas parce qu'on est à un certain niveau, on est un peu plus élevé, si je puis dire, et heureusement, je veux dire, dans le classement. Ouais, nous, ça nous arrive parfois de baisser de 2 places. Je suis furieux. Alors, quand on en reconquiert 2, je trouve que c'est mieux. Donc, nous avons tous des efforts à faire. Et je vais prendre une image. Allez-y. Si vous êtes à vélo et que vous arrêtez de pédaler, il faut déjà être un acrobate pour ne pas tomber. Eh bien, dans le domaine de la lutte contre la corruption, il faut tout le temps pédaler. Il faut tout le temps faire l'effort. Parce que dès que vous relâchez l'effort, hop, il y a quelqu'un qui va tomber, qui va basculer dans les mauvaises habitudes. Donc, moi, je ne suis pas là du tout pour conseiller, je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis là pour regarder la réalité de la Côte d'Ivoire. C'est un grand pays qui construit une grande économie, avec de grandes entreprises, avec des champions nationaux qui sont de très belles entreprises, avec de la création de richesses. Vous êtes en train de sortir du statut qui était celui de la Côte d'Ivoire comme d'autres pays, de pays simplement, comme on disait, en développement. Vous êtes en train de rentrer dans les grandes nations économiques. Eh bien, les progrès que vous avez faits dans le domaine de la probité publique, dans le domaine de la bonne gouvernance, sont une des explications de ces progrès qui continuent à devoir être faits. C'est bien cela, c'est bien compris. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a pris beaucoup de mesures pour permettre à tous ces flux financiers qu'on a dans le pays, parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire. Ces 10 dernières années, on en a eu un nombre important. Finalement, est-ce que la Côte d'Ivoire devrait renforcer ce dispositif ou, par exemple, penser à la numérisation qui pourrait permettre de mieux vérifier tout ce qui est flux financier en Côte d'Ivoire? Il faut toujours renforcer, parce que le jour où vous arrêtez de renforcer, vous vous affaiblissez. C'est ce que je vous disais à propos du vélo, il faut toujours pédaler. Et comme les technologies évoluent, il faut savoir utiliser les technologies nouvelles pour ne pas qu'elles soient l'arme du crime, mais qu'elles puissent être aussi l'arme de la lutte contre le crime ou la lutte contre la délinquance. Et la numérisation, la digitalisation est évidemment un élément absolument décisif pour éviter le contact physique
Alors on dira c'est une forme de déshumanisation de l'administration. Il faut éviter les déshumanisations. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre à vos questions. Mais de contact entre, je dis ça pour la France, comme je pourrais le dire d'autres, entre le douanier et une entreprise, entre le policier et quelqu'un au moment de paiement d'une amende, le contact facilite évidemment. Voilà, hein. Tout d'un coup, on dit tiens, un petit peu d'argent, ça va faire. Donc il faut le moins de contact possible. Donc, alors, il faut du contact humain, il faut du contact de conseil, mais pas du contact d'argent, quoi. Hein. Voilà, les flux financiers, il vaut mieux c'est vraiment les digitaliser, les dématérialiser le plus possible dans la mesure du possible. Je vois bien qu'il peut y avoir des difficultés à certains endroits à ce qu'on numérise autant qu'on puisse le faire dans d'autres. Mais c'est la même chose dans le domaine des impôts. Hein. Dès lors que vous numérisez les factures, que vous numérisez ce qui est déjà fait en Côte d'Ivoire. Oui, je sais bien. Vous êtes en avance sur la France. Nous, on y passe en septembre prochain. Donc, vous voyez que vous êtes en avance sur la France, et donc ça facilite bien la lutte contre, par exemple, des carousels de TVA, des détournements d'impôts de toute nature. Et de même chose dans le domaine de la corruption. S'il n'y a pas d'argent qui transite, ça rend déjà beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué la corruption. Si vous devriez identifier 3 priorités pour renforcer durablement la gouvernance en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, lesquelles sont-elles ? Alors ces priorités, c'est pas ces priorités de la Côte d'Ivoire, c'est les priorités dans la lutte contre la corruption. Et je le répète, priorité générale. C'est les priorités que je demande moi à mon gouvernement et aux institutions de la France de bien vouloir mettre en œuvre. La première, c'est une forme de sensibilisation. Il faut que tout le monde comprenne bien ce que c'est que la corruption. C'est pas si simple que ça. Il y a des choses où on se rend pas bien compte, on est à la limite. Bon, on dit c'est juste un cadeau, mais non, c'est pas bon. Il y a quelque chose en contrepartie. Donc il y a une sensibilisation. Je dis souvent que je ne connais pas de civilisation, de religion, de pays où il y a une culture, contrairement à ce que j'entends parfois, une culture de la corruption. Et je sais qu'il y a une culture de l'anti-corruption. Et ça s'apprend, ça se diffuse, y compris au niveau des enfants qui comprennent bien de quoi il s'agit. Il y a en France, et c'est à la disposition de tout le monde, des bandes dessinées pour enfants qui expliquent ce que ça veut dire la corruption. Dans un match, si l'arbitre est payé, c'est pas des pots de vin. C'est pas le meilleur qui va gagner, alors que l'autre a été meilleur. Les enfants le comprennent bien, ça. Hein, et je pense que ça peut se diffuser. Donc, première priorité, toujours de la sensibilisation, de l'acculturation à la lutte contre la corruption, de la formation quand il s'agit des acteurs. Le deuxième sujet, c'est celui de la prévention. Tout le monde comprendra qu'il vaut mieux prévenir que guérir quand il s'agit d'une maladie. Il vaut mieux de ne pas l'attraper. Hein. Après, c'est compliqué, quoi. Quand il faut guérir, ça peut avoir des conséquences. Là, il vaut mieux éviter qu'il y ait un acte de corruption que simplement aller le poursuivre ensuite. Donc cette culture de la prévention, les dispositifs de prévention, c'est très important. On a mis, avec la loi Sapin 2 en France, un dispositif particulier qui est une obligation de plan de prévention dans les entreprises, d'une manière générale. Entreprises publiques comme les entreprises privées. C'est un peu la nouveauté qui fait que nos entreprises sont montées très fortement en gamme, si je puis dire, dans le domaine de la prévention. D'autres pays... Comment se fait cette prévention, justement ? Eh bien, on oblige chaque entreprise, les grosses entreprises françaises, à avoir un plan de prévention. Par exemple, il faut évaluer les risques. Je vais vendre dans un nouveau pays. Mais dans ce pays, comment ça se passe ? Quelles sont les autorisations qu'il faut obtenir ? Est-ce que je le fais par un intermédiaire ? Et cet intermédiaire, il a quel rôle exactement ? Il fait ça de manière légale ou bien est-ce qu'il va acheter des autorisations ? Et c'est pas parce que c'est un intermédiaire que je ne suis pas concerné, moi, entreprise. Je délègue à quelqu'un, mais je suis responsable de ce que fait ce quelqu'un. Donc, vous voyez, c'est l'évaluation des risques. La formation, des systèmes de comptabilité qui permettent de repérer des mouvements anormaux, s'il y a des mouvements anormaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ça un plan de prévention que tout le monde peut mettre en place. Beaucoup d'entreprises ivoiriennes ici mettent en place, même s'il n'y a pas d'obligation. Prévention. Et puis le troisième sujet, la troisième priorité, ça fait 3 priorités, mais c'est les 3 éléments indissociables, la culture, la prévention, c'est la poursuite. Avoir la capacité, quand des faits de corruption ont eu lieu, de les repérer, de les poursuivre et de punir. C'est pas si simple que ça, parce que la corruption, elle est cachée. Quand il y a un crime, comme disait l'autre, il y a un cadavre. Après, on cherche le criminel. Mais au moins, on a vu qu'il y avait un crime. Quand il y a la corruption qu'elle est complètement cachée, si personne ne le dit, si personne n'en parle, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit « mais attention, j'ai raté mon marché parce qu'il y a de l'argent qui a circulé », ou bien s'il n'y a pas quelqu'un, un des deux, qui a un remords et qui dit « non, il s'est passé quelque chose »,
Vous ne le savez pas, c'est difficile. Mais c'est ça c'est fondamental, d'être efficace avec un système judiciaire qui soit efficace dans la lutte contre la corruption. Finalement, si la corruption elle est si difficile à endiguer, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une limite très fine entre faire un cadeau et puis corrompre quelqu'un? Alors, Finalement, il peut y avoir... il y a une limite, mais du point de vue de la définition juridique, c'est pas très compliqué. Un cadeau, ça peut être un signe d'amitié. Est-ce qu'il y a une contrepartie? La corruption, c'est pas le cadeau, c'est la contrepartie. Je l'ai donné non pas parce que je veux remercier quelqu'un ou parce que j'ai des relations commerciales avec quelqu'un, etc., ou parce que j'admire quelqu'un, mais je l'ai fait en contrepartie de quelque chose. Il m'a accordé quelque chose auquel je n'aurais pas eu droit sans lui avoir fait ce cadeau ou sans avoir à lui faire ce cadeau. Donc, c'est ça la corruption. Et moi, je fais très attention, en particulier sur ce domaine du cadeau. Vous savez, c'est pas un cadeau n'a pas forcément la même valeur dans une société comme celle qui peut exister en France et dans certaines sociétés africaines où le cadeau, c'est aussi une relation personnelle, quelque chose. Et refuser un cadeau, c'est presque une offense que l'on fait à celui qui vous a offert le cadeau. Donc, il faut tenir compte de ces réalités. Donc, c'est pas le cadeau en soi, c'est dans quel contexte, avec quel objectif, et y a-t-il une contrepartie? C'est pour ça qu'il faut être assez fin. Et c'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas un modèle. On ne va pas faire ce qui se passe en France, de décalquer en Côte d'Ivoire, avec les mêmes mécanismes. Non, il faut aussi tenir compte des vraies différences sociales. Pas de la culture qu'on invente comme ça pour faciliter la corruption, mais des vraies habitudes sociales qu'il faut savoir respecter en toute transparence. C'est cela. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. On a pris plaisir à vous écouter. C'est allé même très vite, mais malheureusement, on est au terme de cette émission. Merci infiniment pour ces réponses et ces analyses très pertinentes qui nous ont éclairés. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Ça fait l'actualité. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.